Donc, c'est un plaisir vraiment de présenter Mathieu Picard aujourd'hui. Donc, d'un point de vue formation, Mathieu Picard est polytechnicien et il a son école d'application, c'est Télécom Paris. Après, il a commencé son activité professionnelle par du traitement d'images, donc au début pour le médical, et puis lorsqu'il est rentré chez Airbus Defence and Space pour l'imagerie satellitaire. Il a également travaillé sur la surveillance maritime à partir des signaux de type ADS-B, qui sont le même système qui existe pour les bateaux, donc pour des satellites qui reçoivent ces signaux. Et depuis 2016, donc, il se consacre à la planification de missions pour les satellites d'observation de la Terre. Donc, il collabore avec le DETIS actuellement, donc dans le cadre d'un projet BPI France qui s'appelle Litchi. Et ce projet porte sur les constellations de satellites où on cherche à avoir beaucoup de satellites pour avoir à la fois une grande précision et une grande fréquence de revisite. Et il est expert donc en traitement sol, que ce soit sur la chaîne amont, c'est-à-dire justement la planification dont je viens de parler, mais également sur la chaîne aval, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on fait des observations que l'on a fait, qu'on a obtenues. Voilà pour cette courte présentation. Je ne sais pas, Julien, Mathieu peut commencer ou on attend? Merci. Bon, je pense que c'est 14h05. Ouais, je pense qu'on peut commencer, hein. Très bien, merci Julien pour l'invitation et merci Jean-Loup pour la présentation. Donc effectivement, alors je vais vous parler d'une problématique qui donne lieu d'ailleurs à pas mal de projets de recherche avec le DETIS, à l'ONERA, qui est lié à la planification et l'optimisation de la planification des satellites d'observation de la Terre, 10 satellites agiles. Donc on va parler de cette problématique et d'une expérimentation avec une machine dédiée au calcul quantique, avec une machine qui permet de faire du recuit simulé quantique, qui est l'ordinateur de D-Wave. Donc une application de ce problème-là et une expérimentation sur la résolution de ce problème-là avec cette machine. Donc c'était un projet collaboratif qui s'est terminé début 2020, donc c'est pas très récent, mais je pense que ça reste pertinent d'en parler. Et c'était un projet de collaboration collaboratif avec le DLR et notamment avec le département High Performance Computing de Tobias Stollenberg, Elisabeth Lobé aussi, qui était thésarde au moment de l'étude et qui était sponsorisé en interne par Thierry Botter, qui maintenant a pris la direction du QUIC, du Quantum Industrial Consortium, mais qui à l'époque s'occupait de tout ce qui était recherche à long terme et en particulier calcul quantique, et qui avait financé ces travaux-là. Et j'avais travaillé avec mon collègue Vincent Michaud, qui était aussi dans le département sur la planification mission des satellites d'observation de la Terre. Donc voilà un peu pour la présentation. L'idée, c'est de donner une introduction peut-être un peu générale pour présenter à ceux qui ne la connaissent pas cette problématique de l'observation de la Terre et de la planification des satellites d'observation de la Terre, donner un petit peu quelques tendances et expliquer un peu les problèmes de décision qu'on doit résoudre, expliquer ensuite des choses assez haut niveau sur le calcul quantique, c'est pas ma spécialité, mais d'essayer de pointer du doigt quelles pourraient être les promesses de cette technologie pour les problèmes d'optimisation qu'on a à résoudre. Et ensuite, on zoomera vraiment sur qu'est-ce qu'on a fait dans cette étude, comment on a mappé, comment on a transféré notre problème d'optimisation, on l'a déporté sur cette machine. Et ensuite, on a mis en place plusieurs benchmarks entre le calcul classique et le calcul quantique. Donc, j'ai essayé de les expliquer et de présenter les résultats de ces benchmarks pour finir sur quelques perspectives pour la suite. Donc déjà, pour parler un petit peu de l'observation de la Terre au sens large, alors c'est un marché qui est beaucoup en transformation. Et les technologies, il y a des tendances technologiques assez marquées, on va dire, sur la dernière décennie. Notamment l'accès au spatial est de plus en plus facile, entre guillemets, grâce notamment aux lanceurs réutilisables. Donc ça coûte de moins en moins cher de lancer une tonne en orbite basse ou géo. Et on a aussi des satellites qui, eux, sont aussi en général plus petits et moins chers et s'appuient de plus en plus sur des composants sur étagère et des building blocks un peu réutilisables, donc des choses un peu plus génériques et moins spécifiques pour une mission donnée. Donc les coûts baissent. Au niveau des segments sol, qui est vraiment la partie sur laquelle moi je travaille,
On a aussi des tendances pour avoir un petit peu plus d'automatisation, un peu plus d'intelligence, un peu plus d'optimisation de la ressource satellitaire qui est précieuse. Et puis aussi des traitements qui passent à l'échelle avec les technologies du cloud, notamment pour les traitements de données qui sont assez massifs sur les images pour l'observation de la Terre. Donc avec ces tendances-là, on verra que on a tendance à envoyer de plus en plus de systèmes et de plus en plus de satellites dans les constellations. Et que du coup, voilà, on a des problèmes de passage à l'échelle sur un certain nombre de problématiques, et on a des problèmes et des challenges calculatoires pour les futurs systèmes spatiaux qu'on est en train de définir aujourd'hui. Il peut y avoir des problématiques à résoudre au moment de la phase de définition du système, au moment de la phase de design. Donc, par exemple, si on veut définir une constellation avec un certain nombre de satellites, quels sont les meilleurs paramètres orbitaux, la meilleure configuration orbitale qui permettra de maximiser la capacité d'une certaine mission, d'avoir une couverture, une revisite ou des critères de haut niveau les meilleurs possibles. On peut avoir aussi des problèmes d'optimisation au niveau des segments sol, de comment répartir un réseau de stations de façon optimale au sol pour réduire les délais, proposer une disponibilité et une certaine capacité de vidage de données, par exemple, depuis les satellites. On peut avoir aussi des problématiques de flux à gérer. Voilà, si on doit avoir des liens entre ces satellites-là ou des relais de communication entre des satellites en orbite basse et des satellites en orbite géostationnaire. Donc, on a des problèmes de dimensionnement de réseau aussi, potentiellement. Donc, ça, c'est vraiment en phase de design. Et ensuite, il faut opérer ces systèmes spatiaux. Et donc là, on va parler dans la suite surtout de planification mission en amont, donc d'envoyer un ensemble de télécommandes au satellite et à sa charge utile pour qu'il exécute de la meilleure façon possible sa mission. Mais on peut avoir aussi à gérer les ressources et à optimiser les ressources à bord. Et éventuellement aussi à scheduler un certain nombre d'opérations, donc pas que liées à la mission, mais liées aussi au contrôle, à l'évitement de débris, au maintien en poste du satellite, ou à avoir un ensemble de poussées, de gérer un certain nombre de poussées pour que le satellite se maintienne à poste. Et aussi de la gestion de flux de données, voilà, qui peuvent, si on a un réseau un peu complexe, de scheduler et de gérer en temps réel les flux de données et le transfert de données vers les satellites et depuis les satellites vers le sol. Donc là, on va plutôt reparler maintenant vraiment spécifiquement des satellites agiles d'observation de la Terre. Donc on a des tendances, en tout cas côté Airbus, et on attend des satellites, en tout cas, qui fournissent des images à toujours plus haute résolution. Comme je l'expliquais aussi précédemment, on a tendance à envoyer de plus en plus de satellites en orbite, donc plutôt des plus petits satellites avec des constellations qui peuvent atteindre la taille d'une dizaine de satellites. Donc forcément, ça augmente un peu la combinatoire. Plus on a de satellites, plus on a de façons de réaliser des images au sol à différentes dates de la journée par différents satellites. Le fait que les satellites soient à haute résolution, ça va venir en général aussi, parce qu'on ne peut pas mettre une infinité de pixels et des détecteurs infiniment grands à bord, mais plus la résolution est haute, plus la fauchée et l'empreinte au sol d'une image va être petite. Donc ça va aussi, pour imager une zone de taille fixe, on va avoir besoin de la faire en un plus grand nombre de petits éléments de surface, de petites imagettes élémentaires. Et donc ça aussi, ça augmente la combinatoire, le nombre d'images élémentaires à acquérir, l'ordre dans lequel les permutations possibles pour les acquérir par différents satellites. Les satellites sont aussi plus agiles, donc ça c'est très important parce que comme la fauchée est assez petite, c'est important que le satellite puisse aller prendre une image par exemple de Barcelone et puis ensuite de Bordeaux sur une orbite montante sur l'Europe. Donc c'est important qu'il puisse vraiment s'orienter dans l'espace, faire des manœuvres d'attitude pour enchaîner un certain nombre d'acquisitions. Et plus le satellite est capable de manœuvrer et de s'orienter rapidement dans l'espace, plus aussi on a de combinatoires et plus on peut permuter l'ordre dans lequel on prend des images pour optimiser une collecte d'images sur un temps fixe qui est le temps de la mission. Donc c'est des problèmes qui sont alors assez connus, et sur lesquels l'ONERA a beaucoup travaillé aussi par le passé, notamment avec le CNES, mais pour démontrer qu'ils étaient NP difficiles notamment. C'est des problèmes aussi qui ont un caractère multi-objectif parce qu'on va vouloir maximiser un nombre d'images prises, mais il y a aussi des priorités à satisfaire. Il y a aussi des critères liés à la qualité des images et à la façon dont le satellite doit dépointer ou s'orienter pour prendre l'image et donc dégrader potentiellement la résolution. Donc, on peut jouer sur plusieurs critères. Il y a aussi des problèmes d'anticiper les conditions nuageuses. En imagerie optique, on ne voit pas à travers les nuages, donc il faut aussi prendre en compte les prévisions météorologiques et gérer l'incertitude liée aux prévisions météorologiques pour optimiser la collecte de données. Donc beaucoup d'objectifs, multi-objectifs, incertitude, caractère NP difficile de ce problème.
Et donc, voilà, les tendances vont plutôt à amplifier tout ça, puisque plus de satellites, plus d'agilité, plus de résolution, ça voudra dire plus de variables de décision à régler dans nos problèmes. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup des algorithmes sur des ordinateurs classiques, évidemment, mais qui donnent des solutions approchées à ces problèmes-là, donc soit des algorithmes qu'on appelle gloutons ou qui font de la programmation dynamique, mais qui donnent une solution approchée. On sait que sur des instances un peu réduites, en utilisant des algorithmes exacts, on peut avoir des gains selon les scénarios missions et selon la collecte d'images qu'on désire réaliser. On peut avoir des écarts de 10 à 20% à l'optimum ou à la bande supérieure qui est connue, en tout cas sur certains problèmes. Donc du coup, voilà, il y a quand même un intérêt à avoir des algorithmes plus rapides et plus optimaux sur ces problématiques-là, dans un contexte où la dimensionnalité du problème augmente. Donc juste pour expliciter un petit peu ce que fait un satellite agile d'observation de la Terre, alors j'ai juste une vidéo que je vais essayer de mettre en plein écran. Voilà, qui montre un petit peu, alors je suis désolé si c'est pas très fluide avec le streaming, mais donc là on voit un scénario assez réaliste de ce que fait le satellite Pléiades Neo. Donc je vais peut-être juste faire une pause, mais tous ces rectangles blancs, c'est un ensemble de polygones, c'est des requêtes qui ont été définies par des utilisateurs, dont on va faire l'acquisition et chaque requête a une priorité et est liée à un client donné. Voilà, donc ces polygones-là, c'est des surfaces potentiellement assez grandes. On ne peut pas les acquérir en une seule utilisation de l'instrument. Donc lui, l'instrument, quand il va scanner, c'est un instrument dit push broom, hein, mais il va scanner une bande au sol en profitant du défilement du satellite. Et donc, il va réaliser l'acquisition de strips, de bandes. Et ensuite, il va s'assurer, pas forcément sur cette orbite-là, mais sur un ensemble d'orbites qui va finir par couvrir tous ces polygones par l'union des strips qui permettent de paver complètement la surface de chaque requête. Donc là, on voit qu'il prend des images un peu dans les nuages, donc c'est pas forcément... je suis pas sûr que la couverture nuageuse soit bien synchrone avec le plan qui a été calculé. Mais enfin, l'idée, c'est qu'il évite justement ces nuages-là, donc il choisisse vraiment les bandes qui vont bien. Et puis, il a en général beaucoup plus de choses à faire sur une orbite qu'il n'est capable de faire. Donc, il faut aller chercher dans les acquisitions élémentaires possibles le sous-ensemble le meilleur, qui aura les meilleures conditions, le meilleur des pointages, qui permettra de faire le plus de kilomètres carrés possible. Et voilà, de maximiser un certain score, en tout cas, par rapport à cette collecte-là. Donc, on voit aussi que le satellite fait le vidage des données, donc ce trait en pointillé bleu vers une station au pôle Nord, ça montre qu'on peut acquérir les données et les vider en même temps. Avec cette mission-là, on peut le faire de façon simultanée. Et donc, voilà, donc, l'agilité, on voit que vraiment le satellite se réoriente à chaque fois pour vraiment viser et pour faire en sorte que l'instrument pointe la bande qu'on a décidé de scanner. Et là, voilà, on voit que sur le roulis, on va aller prendre des bandes d'un certain côté. Bon, là, on est plutôt sur le même roulis, mais qu'ensuite, voilà, le satellite sera capable de changer en engagé en roulis pour aller reprendre des images de l'autre côté de sa trace. Voilà, donc là, il prend avec un des pointages plus extrêmes d'autres imagettes. Donc voilà un petit peu le problème qu'on résout, enfin le problème d'optimisation classique pour la planification, le calcul du plan d'acquisition d'un satellite d'observation de la Terre. Voilà, avec les vidages de données qui peuvent faire partie aussi du problème d'optimisation. Évidemment, il faut acquérir et ensuite vider au plus tôt les données. Donc voilà, je vais peut-être passer un petit peu à la suite pour donner une description un petit peu, une formalisation un petit peu de ce problème-là. Et pour expliquer ensuite comment ce problème-là, en quelles étapes on a dû suivre, en tout cas, pour le déployer, et pour le faire exécuter à la machine D-Wave. Donc, alors là, il y a un petit peu de mathématiques, mais en gros, on remonte un petit peu des acquisitions élémentaires possibles, donc les petits R qui sont indicés par des numéros de requêtes I, je crois. Enfin, en tout cas, ça, c'est des requêtes possibles dans l'ensemble des requêtes, donc c'est des acquisitions élémentaires, des strips. Et comme le satellite est agile, il peut prendre ces images-là à différents moments quand il va passer au-dessus de la zone, enfin au-dessus de la bande à acquérir. Il pourra soit acquérir l'image au plus tôt avec un tangage avant assez fort, soit acquérir l'image quand il sera le plus près possible en faisant seulement une manœuvre en roulis, soit attendre plus tard pour acquérir l'image avec un tangage arrière. Donc en fait, il y a plusieurs instants auxquels on peut démarrer la prise de vue. Pour donner des ordres de grandeur, voilà, il peut y avoir un accès qui dure 2-3 minutes et une prise de vue qui va durer une dizaine de secondes à l'intérieur de ces 3 minutes, et on a quand même beaucoup de degrés de liberté pour dire exactement quand est-ce qu'on prend l'image. Donc ça, c'est ce qu'on représente mathématiquement ici. Pour une petite requête R, on discrétise le temps avec un petit indice I temporel,
et on donne un petit peu tous les instants discrets. Donc c'est un choix d'être passé du continu au discret pour cette modélisation-là. Mais donc on représente toutes les tentatives, en tout cas toutes les prises de vue candidates possibles d'une requête donnée. Et on introduit donc cette variable booléenne XRI qui dit est-ce que la requête R a été prise à la date correspondant à l'indice I, et est-ce que si cette variable est R1, on prend la décision de la mettre au plan d'acquisition. Et ensuite, on va le voir derrière, il y aura effectivement des contraintes. La première contrainte est qu'on ne veut pas prendre plusieurs fois en général, hors imagerie stéréo. On veut prendre une seule fois une image. Donc, on va s'assurer que pour un R donné, on ne prend au plus un seul I, une seule date, une seule prise de vue de cette image-là. Donc, c'est la contrainte qu'on voit ici, qui est assez simple à exprimer ici en programmation linéaire. Et ensuite, il y a le problème que suite à une prise de vue à une certaine date donnée, en comptant le temps nécessaire pour faire cette prise de vue, à partir de la date où on termine la prise de vue, il faut que le satellite ait le temps, selon la prochaine requête qu'on veut imager et la date à partir de laquelle on pourra l'imager, mais on a déjà discrétisé le temps. Mais voilà, donc pour une requête suivante à une date donnée pour faire cette requête suivante, il faut que le satellite ait le temps de faire le ralliement d'attitude entre le pointage qu'il avait en terminant la prise de vue R1 et avant de démarrer la prise de vue R3, voilà, donc il faut qu'il ait le temps de se tourner et de faire le débattement angulaire dont il a besoin pour pointer au bon endroit et démarrer la prochaine prise de vue. Donc ça, comme ici on a discrétisé le temps, c'est des calculs qu'on peut aussi anticiper et précalculer. Donc pour toutes les paires de requêtes et pour toutes les paires de dates de prise de vue sur chacune de ces requêtes-là, on peut dire quel est l'ensemble, en gros, des infaisables. Donc, quand est-ce qu'on n'a pas le temps, finalement, de passer de la requête R1 à la requête R2. Donc, on crée par précalcul cet ensemble-là pour chaque paire de requêtes qui donne un peu tous les couples, toutes les paires d'indices temporels sur lesquels il n'y a pas de faisabilité. On ne peut pas enchaîner R1 et R2 de la date I à la date J. Et donc, une fois qu'on connaît cet ensemble-là, voilà, on peut l'exprimer de façon linéaire ou ici par un produit en quadratique, mais on sait dire que voilà, on ne peut pas avoir à la fois la requête R1 à l'indice à la date I et la requête R2 à l'indice J si I et J sont bien dans l'ensemble FR1, R2. Donc voilà, donc ça c'est des requêtes pour dire il faut que ce soit faisable, il faut que ce plan soit réalisable par les manœuvres d'attitude du satellite et la façon dont le satellite va pouvoir, selon les actuateurs, qui sont soit des gyroscopes ou alors des roues, mais il faut que le satellite ait le temps de réaliser cette manœuvre d'attitude. À la fin, on n'a pas encore parlé de l'objectif, mais évidemment, l'objectif, ça va être de prendre, alors on pourrait dire au premier ordre un maximum de requêtes. En fait, on a un poids fixe, constant, alloué à chacune des requêtes et à chacune des dates de prise de vue de ces requêtes. Donc, on a un certain score qui est lié à la priorité de la requête, à l'utilité de la prise de vue, aux prévisions de conditions de nébulosité. Selon la date de prise de vue, on peut aussi privilégier des prises de vue lorsque le satellite est le plus proche de la requête pour avoir la meilleure résolution possible et le dépointage le plus faible. Donc ça, on peut le jouer aussi dans ce poids W. Et à la fin, on veut maximiser ou minimiser, parce qu'on a mis un signe moins devant, mais on veut minimiser sur les prises de vue qui ont été mises au plan et qui correspondent à un plan faisable. En prenant au plus une fois chaque image, on veut maximiser ce score et minimiser cette somme négative. Donc ça, c'est vraiment le problème classique, qui est très proche ici d'un problème de programmation linéaire en nombre entier. Et on verra du coup tout à l'heure comment on repart de ce problème-là et comment on va vers le quantum annular D-Wave. Juste avant ça, alors quelques notions assez haut niveau sur qu'est-ce que c'est qu'un qubit par rapport à un bit classique. Donc c'est des choses assez classiques qui parlent un peu du principe de superposition. Donc un qubit, il va être avec une certaine probabilité dans l'état 0 ou l'état 1. Donc on a la représentation un peu classique. Et effectivement, quand on stack un certain nombre de qubits dans un ordinateur quantique, si on en a n, et bien si on le voit en termes de densité de probabilité, l'espace des probabilités qui est engendré par ces n qubits, il a une taille de puissance n. Les qubits ne sont pas indépendants entre eux, ils sont couplés d'une certaine façon. Et donc on voit que très rapidement, c'est une dimension qui explose et qui est très très dure à représenter par un ordinateur classique ou avec les mémoires qu'on a sur les ordinateurs classiques. Donc là, on représente vraiment des espaces en tout cas qui sont exponentiellement grands, avec un nombre de qubits linéairement sur le nombre de qubits en tout cas. Et ensuite, en termes de calcul,
On peut faire des manipulations, alors ce sera peut-être un peu moins le cas dans la machine D-Wave qui est très analogique fondamentalement, mais sur les ordinateurs quantiques un peu génériques qui sont programmables et qui permettent de faire du calcul générique, on peut alors initialiser ces qubits avec une certaine densité de probabilité uniforme par exemple. On peut ensuite appliquer un certain nombre d'opérateurs, donc qui auront en général une opérande ou deux opérandes, mais on peut les représenter de façon générale comme des matrices unitaires dans un espace hermitien carré de dimension de puissance n, et qui sont appliqués à un qubit en entrée et qui génèrent le qubit de sortie. Donc on peut vraiment jouer, on peut coupler, on peut étaler, rebalayer, enfin réallouer différemment, en tout cas, la densité de probabilité qui est représentée par un qubit et la réchauffer, la remodeler vers une autre densité de probabilité. Donc le tout étant de cumuler ces opérateurs-là et de faire un algorithme quantique qui a un intérêt, qui a du sens, et qui par exemple amène à avoir des densités de probabilité qui sont très resserrées, ce qui fait que quand on fait la mesure et avec peu de sampling, on peut espérer obtenir en peu d'échantillonnage la valeur qui est celle recherchée par l'algorithme et le problème qu'on veut résoudre. Donc, sans aller plus loin dedans, il y a plusieurs familles, comme je le disais. Il y a vraiment la machine de D-Wave qu'on a utilisée et on va se refocaliser un peu dessus, mais elle n'est pas programmable, elle ne permet pas de faire du calcul générique. Mais elle utilise en tout cas, c'est un système isolé qui a des qubits basés sur la supraconductivité qu'on peut régler, enfin qu'on peut tuner, on peut régler les potards, la façon dont on couple chaque qubit et le niveau d'énergie sur chaque qubit. Et ensuite, on peut le laisser évoluer pour que l'énergie, l'état fondamental et le hamiltonien que représente ce système isolé évolue naturellement vers un état fondamental qui est le minimum d'un problème d'optimisation qu'on veut résoudre. Mais c'est vraiment un processus analogique où on laisse un système évoluer et après un certain temps, on mesure l'état dans lequel il se trouve. Et cet état correspond à un état d'énergie minimal qui peut avoir un sens par rapport à un problème d'optimisation et un problème de minimisation, par exemple. Ensuite, il y a des ordinateurs plus génériques, sur lesquels on peut appliquer la logique de circuits quantiques, en tout cas. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux opérateurs, mais on représente en général ces circuits un peu comme les circuits logiques booléens, finalement, mais avec l'équivalent côté circuit quantique, mais où on représente un ensemble de traits, un ensemble de qubits aussi en entrée, sur lequel on a un ensemble d'opérateurs. Ici, on voit une opérande, deux opérandes. Et donc, on applique un certain algorithme, on fait en tout cas un certain nombre de transformations linéaires sur ces registres, sur ces vecteurs de qubits. Et on peut ensuite coupler ça avec des algorithmes classiques, mesurer ce circuit à un certain moment, et ensuite avoir un algorithme soit complètement quantique, soit hybride classique quantique, qui permet de résoudre certaines problématiques, et notamment aussi des problèmes d'optimisation, même si ce n'est pas ce qu'on a fait dans le cadre de cette étude-là. Il y a aussi des algorithmes, notamment le QAOA, qui permettent de faire de l'optimisation combinatoire avec des ordinateurs general purpose, des ordinateurs quantiques génériques. Donc, je reviens un petit peu sur notre problème. Alors, j'en dis peut-être un petit peu plus, mais du coup, ce quantum annealer, il peut résoudre que certains types de problèmes, mathématiquement en tout cas, donc des problèmes qui vont avoir la forme de ce qu'on appelle des QUBO, donc Quadratic Unconstrained Binary Optimization Problem. Donc, c'est un problème qui va avoir un terme linéaire et un terme, dont la fonction objective sera un terme linéaire, un terme quadratique, par rapport à des variables de décision booléennes, et qui n'aura pas de contraintes. Donc, par défaut, c'est ça qu'on peut faire traiter à cette machine-là et rien d'autre. Donc, il faut effectivement faire en sorte si on a un quelconque problème d'optimisation, il faut le ramener à ça, puisque vraiment ce que va résoudre le quantum annealer, ce ne sera que ça. Et vraiment, chaque variable booléenne correspondra à un qubit un peu logique. Et donc à l'hamiltonien et à l'énergie qu'on peut modéliser, en tout cas, sur ce système-là. Donc le quantum annealing, c'est aussi un process stochastique, c'est-à-dire qu'en gros, on va initialiser l'ensemble des qubits pour avoir une certaine initialisation, par exemple une distribution uniforme sur l'ensemble des états possibles. Et on va laisser évoluer naturellement le quantum annealer, on va lui laisser un certain temps, et ensuite on va faire une mesure. Et cette mesure, ça sera une solution possible, on espère, dans notre problème, mais pas nécessairement la solution optimale. Donc, ça reste un processus d'optimisation approché. Et il faut en général multiplier un certain nombre de runs et
mémoriser la solution qui avait l'énergie la plus petite et qui respectait les contraintes, on verra aussi tout à l'heure dans notre cas, pour proposer une solution optimale trouvée par ce procédé et par ce processus de quantum annealing. Donc pour revenir à notre problème, on avait plutôt un problème de programmation linéaire avec contrainte et voilà, il faut le transformer en problème quadratique sans contrainte. Donc en fait, c'est relativement simple quand on voit la formulation qu'on avait, mais la première contrainte qui était d'avoir au maximum une prise de vue pour une requête donnée, voilà, il faut qu'il y ait pour un R donné, voilà, il faut que pour tous les X, R, I et pour tous les indices I possibles, il faut qu'il y en ait au plus 1 qui soit égal à 1. Donc ça c'est des façons assez classiques. On peut créer cette somme quadratique qui, forcément, si elle est non nulle, ça veut dire qu'on a eu au moins un couple et deux prises de vue de la même requête, ce qu'on ne veut pas. Donc ça, voilà, c'est un terme qui n'est pas nul quand on prend deux fois une image. Et de la même façon, comme on avait précalculé un peu cet ensemble et les paires de prises de vue pour deux requêtes différentes qui ne sont pas chaînables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de temps entre les deux pour que le satellite fasse sa manœuvre. Donc si on connaît toutes ces paires-là et qu'on les a préénumérées grâce à un précalcul, on peut de la même façon sommer un peu tous ces termes quadratiques et forcément, si on enchaîne des prises de vue interdites, ce terme-là sera non nul aussi. Donc une fois qu'on a défini ces deux fonctions de coût de façon finalement assez simple, on peut les injecter dans l'objectif. C'est ce qu'on fait ici. Donc on garde un peu notre score qui est lié un peu à minimiser donc minimiser de somme, mais c'est-à-dire maximiser le nombre de requêtes et le poids des requêtes qui ont été choisies dans le plan. Et donc, voilà, on va essayer de minimiser tout ça. Et si on ne respecte pas un de ces termes quadratiques, le minimum, on ne sera pas au minimum. En tout cas, les pénalités vont nous faire augmenter fortement la fonction objectif. Et on peut choisir et démontrer assez facilement qu'avec des pénalités strictement supérieures à 1, avec cette formulation-là, mais que si une contrainte est violée, on a forcément une solution faisable qui peut se déduire de cette solution infaisable qui aura une meilleure énergie, une énergie plus faible. Donc, du coup, on a un petit peu ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on a équivalence entre la solution exacte ou les solutions exactes de ce cubo sont aussi des solutions exactes du problème linéaire qu'on cherche à résoudre pour optimiser notre plan d'acquisition satellitaire. Alors ensuite, donc là, on a beaucoup travaillé sur le problème mathématique, on va dire, pour avoir un problème quadratique, pour notre problème d'optimisation du plan d'acquisition. Un autre souci qu'on a ensuite, c'est que les qubits sur la machine D-Wave ne sont pas tous reliés les uns aux autres, hein, comme on le verrait sur ce schéma-là, où on a une connectivité pleine. Dans le vrai hardware et ce qu'on appelle le chimérographe, mais on va dire dans le layout des qubits et la façon dont ils sont reliés entre eux, on a seulement une 6 connectivité. Donc du coup, on ne peut pas, si dans notre problème quadratique, on a certains termes I qui sont couplés à plus de 6 autres termes, hein, et que les coefficients sont non nuls dans la matrice qui représente ce problème quadratique. On ne pourra pas physiquement choisir un seul qubit qui permette de modéliser le qubit logique par un qubit physique. Donc ce que fait cette étape d'embedding, c'est tout simplement qu'elle relie plusieurs qubits physiques entre eux, elle les couple fortement entre eux, afin que l'ensemble et la chaîne de ces qubits physiques forment un qubit logique. Donc on s'assurera par ce terme de couplage assez fort qu'ils prennent bien stochastiquement la même valeur, hein, tous 0 ou tous 1. Et en les ayant reliés entre eux, on augmente forcément le nombre de voisins à cette chaîne, puisque chaque qubit rajoute ses n-1 voisins à la chaîne en général. Et donc voilà, ça permet de virtuellement augmenter la connectivité. Donc en faisant ça, forcément, on gage des qubits, et quand on passe du problème logique au problème physique à travers cette étape qui s'appelle l'embedding, on va forcément, par rapport au nombre de variables logiques, on ne pourra pas utiliser tous les 2000 qubits qu'on avait sur la machine D-Wave, mais seulement un sous-ensemble, au pire, quelque chose qui est proche de la racine carrée de cette valeur-là, selon la connectivité de notre problème. Donc après, il y a plusieurs façons de faire cet embedding. Déjà, il faut choisir effectivement les chaînes de qubits et le nombre de qubits pour avoir la bonne connectivité, et puis faire le mapping vraiment entre les groupes, les ensembles de qubits physiques avec chacun des qubits logiques du problème. Et ensuite, il y a un choix à faire aussi sur le poids et sur le facteur de couplage, avec une approche assez classique qui est de prendre un poids constant et qui est équivalent au poids le plus fort qu'on avait dans le problème logique au départ, hein, en valeur absolue, hein, le maximum de ce grand J de IJ.
Donc ça, c'est une première approche. Et ensuite, on distribue, comme le qubit logique est représenté par plusieurs qubits physiques, on leur donne chacun une fraction. Enfin, on divise par le nombre de qubits physiques le poids qu'on voulait mettre sur le qubit lui-même. Et il y a d'autres approches, mais qui sont aussi des problèmes difficiles à résoudre, hein, qui seraient justement de trouver le plus petit coefficient de couplage, potentiellement différent pour chaque chaîne de qubits physiques qu'on réalise, en étant sûr qu'on aura bien équivalence, en tout cas, entre le problème physique suite à l'embedding et le problème logique, qui sont tous les deux de QUBO, mais sur lequel on a fait un mapping et on a rajouté ces termes de couplage qui n'existaient pas dans le problème initial. Donc là aussi, plusieurs approches, mais ce problème de faire l'embedding optimal est lui-même un problème NP difficile. Donc, comme on le résout de façon classique, comme un pré-processing, il faut aussi le comptabiliser dans le temps de résolution du problème globalement. Donc, D-Wave propose plusieurs algorithmes par défaut qui sont des heuristiques ou des métaheuristiques pour résoudre ce problème d'embedding. Donc, je vais revenir peut-être plus à ce qu'on a fait maintenant qu'on a dit les étapes pour transformer notre problème. Qu'est-ce qu'on a voulu faire un peu comme benchmark. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a un simulateur qu'on a développé en interne, mais voilà, qui est très similaire à d'autres outils qui peuvent exister à l'ONERA, aussi au CNES, pour faire de la planification mission. Donc, on génère un ensemble de requêtes aléatoires. Donc, c'est un petit peu ce qu'on voit. On a choisi une certaine orbite d'un satellite qui est représentative de ce que fait le satellite Pléiade, par exemple. Ensuite, on a disposé un certain nombre de requêtes aléatoires autour de la trace du satellite. On a ensuite échantillonné le temps on a calculé les accès, les intervalles de temps pendant lesquels le satellite pouvait démarrer une prise de vue au plus tôt, finir une prise de vue au plus tard. Et à l'intérieur de cet intervalle de temps, on a discrétisé avec un certain pas de temps qui est un paramètre aussi. Donc comme ça, on a généré aléatoirement plein d'instances avec un nombre de requêtes variables, avec des pas de discrétisation variables, et avec un autre paramètre aussi qui était vraiment comment mes requêtes sont dispersées le long de la trace du satellite. Sachant que dans ce premier cas-là, on voit que c'est sur un range de latitude de 10 degrés qu'on a généré, positionné aléatoirement nos requêtes, et ici seulement de 1 degré. Donc forcément, plus c'est resserré, plus il y aura plus ces requêtes vont être en conflit et vont être accessibles en même temps, et plus, dans un cas extrême, tous les arrangements seront possibles pour les enchaîner. Et donc la combinatoire du problème est plus importante. Donc on a une façon de contrôler un peu la difficulté du problème, en tout cas. Et ce qu'on montre dans le graphe ici au-dessous, qui est assez intéressant, donc c'est le nombre de variables binaires qu'on génère dans le problème tel qu'on l'a présenté au début, le problème classique, avant de faire un QUBO, et avant de faire l'embedding surtout. Donc on pouvait monter, on a fait des problèmes jusqu'à 90 ou 100 variables binaires. Et ici, on voit un peu l'explosion quadratique du nombre de qubits physiques dont on a besoin après l'embedding, pour mapper concrètement ce problème. Donc on a bien cette tendance un peu quadratique, et au final, ce qu'il faut retenir, c'est que 2000 qubits ne veut pas dire qu'on peut mettre 2000 variables de décision dans notre problème de programmation linéaire en nombre entier, mais plutôt quelque chose qui est proche de la racine carrée de ça. Et donc là, ce qu'on voit aussi, c'est que selon les classes de problèmes, la taille, etc., mais en gros, on a le code de couleur ici donne un petit peu la connectivité du problème logique, on va dire, si on regarde le QUBO avant embedding. Et c'est le pourcentage, c'est entre 0 et 100, mais finalement, si on regarde juste la matrice diagonale supérieure, on compte le pourcentage de coefficients qui sont non nuls. Donc ce NC, c'est un peu ce pourcentage de coefficients. Donc plus il y a de connectivité, effectivement, plus on retrouve cette tendance quadratique comme la connectivité n'est pas offerte de façon pleine dans le hardware, on est vraiment obligé de gâcher, en tout cas, avec l'embedding, énormément de qubits physiques pour implémenter notre problème logique. Ensuite, donc, pour l'évaluation sur le hardware classique, on a utilisé un petit peu deux approches. D'abord, un solver exact qui fait de la programmation linéaire en nombre entier, donc qui vraiment prend le problème qu'on a présenté sur la mathématique qu'on a présenté sur la première planche, mais qui utilise directement cette formulation-là, qui permet du coup d'obtenir une solution exacte en un certain temps. Alors, c'est ce qu'on voit un peu sur ce graphe-là qui est en échelle log. Mais donc, même sur nos problèmes qui sont des petites instances, si on oublie les toutes premières, mais on retrouve assez rapidement avec le solver qu'on utilisait, alors qui n'est peut-être pas le solver best in class, c'était un solver libre, mais on retrouve une tendance linéaire en échelle log, mais donc vraiment exponentielle du coup sur le temps d'exécution, avec effectivement les problèmes dans lesquels quand on a le gap de 1 degré ici sur ces courbes-là, c'est que les requêtes étaient très proches les unes des autres. Donc on voit bien que le faisceau de courbes qui correspond à ces requêtes resserrées est vraiment au-dessus
du faisceau de courbes pour lesquels les requêtes étaient plus étalées le long de la trace du satellite et sur lesquels il y avait moins de combinatoires. Donc on retrouve bien la difficulté en tout cas du problème sur ce solver exact. Après, il y a eu 2 variantes, je ne vais pas forcément trop détailler pour le solver exact, mais il y en a un où on a laissé vraiment toutes les contraintes, parce qu'on n'a que des contraintes finalement sur des paires de prise de vue, enfin, soit ceux d'une même requête où on dit par paire, on ne peut pas prendre 2 fois, donc toutes les paires d'une même requête sont interdites, et donc on a une contrainte par paire interdite sur une requête donnée, et ensuite sur 2 requêtes 2 à 2, on a toutes les paires infaisables, non chaînables entre elles. C'est pareil, on peut générer une contrainte du type xi plus xj inférieur ou égal à 1 pour ne pas avoir les 2 égaux à la fois. Donc ça, c'est une variante en programmation linéaire. Et une autre variante, c'est de faire numération, enfin si on regarde le graphe de connectivité de toutes les variables booléennes en reliant 2 variables qui ne peuvent pas être vraies simultanément entre elles, on peut énumérer les clics maximales sur ce graphe-là. Et ensuite, connaissant les clics maximales, on peut exprimer une contrainte par clic, où l'ensemble des variables faisant partie de la clique, ça doit être aussi inférieur ou égal à 1. Et donc, c'est le fait d'avoir précalculé les clics, alors c'est pareil, c'est des algorithmes aussi qui prennent un certain temps, mais ça permet en tout cas de réduire le nombre de contraintes et ça facilite le travail du solver exact. Donc, on verra un petit peu après que celui qu'on appelait le click exact solver, il est un tout petit peu meilleur que le pairwise exact solver. Et sinon, l'autre algorithme classique qu'on a utilisé, c'est un algorithme qui est très proche de ce qu'on fait opérationnellement, qui est un algorithme glouton, donc qui ne donne pas la solution exacte, mais qui aura un temps d'exécution linéaire par rapport au nombre de requêtes. Et cet algorithme-là va tout simplement prendre les requêtes qui ont le meilleur poids, enfin qui donnent la meilleure contribution à l'objectif. Elles vont être triées dans cet ordre-là. Et elles vont être insérées dans le plan dans cet ordre-là, avec la possibilité de décaler les dates de prise de vue pour faire de la place à d'autres requêtes. Mais enfin voilà, avec la possibilité on ne revient pas sur la décision d'avoir choisi une requête. Par contre, on peut changer un peu la date de la prise de vue pour tasser le plan et essayer de le remplir le mieux possible. Donc ça, c'est vraiment les algorithmes qui sont très très classiques dans le métier et qu'on utilise opérationnellement sur les systèmes. Donc ça, c'est la partie classique. Sur le quantum annealer, comme je l'avais dit, c'est un processus stochastique. Il faut exécuter un certain nombre de runs. Comme c'est un algorithme qui n'est pas exact non plus, voilà, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la probabilité de succès. C'est-à-dire que si on a fait 1000 runs, 10 000 runs, 100 000 runs, peu importe, on a échantillonné en tout cas les solutions obtenues correspondent à une certaine distribution dans l'espace des solutions faisables et même potentiellement infaisables si ça ne marche pas. Et on va s'intéresser à la probabilité que selon le nombre de tirages, on va essayer de modéliser cette distribution et surtout s'intéresser à quelle est la probabilité d'avoir au moins une fois la solution exacte. Donc là, on la connaît grâce aux algorithmes classiques. Et on va regarder un petit peu le nombre de fois qu'on a eu une solution exacte sur le nombre total de runs. Et cette probabilité de succès va nous dire combien de runs il faudrait faire pour avoir une certaine garantie ou une certaine probabilité assez élevée d'avoir trouvé la solution optimale au problème. Donc en fait, on a vraiment fait ça systématiquement, c'est-à-dire qu'on a généré beaucoup de problèmes avec des nombres de variables différents et pour un même nombre de variables, il y avait plein d'instances différentes. Donc ça, c'était vraiment pour moyenner et puis pas se baser sur des instances précises, mais avoir quelque chose de moyen. Et pour une instance donnée, on a fait au moins 10 000 runs. En général, on avait fait aussi une autre expérience avec 100 000 runs. Et donc, on a essayé d'estimer de façon la plus précise cette probabilité de succès. Et une fois que cette probabilité de succès était connue, on l'a un petit peu inversée par cette formule-là pour avoir un temps correspondant à un nombre de runs permettant d'avoir 99% de chance de tomber sur la solution exacte. Donc, voilà comment on a un petit peu utilisé le quantum annealer et notamment pour le comparer à des algorithmes exacts en disant, voilà, pour être fair, il faudrait avoir une probabilité assez élevée, donc on a choisi 99%, mais c'est la façon qu'on a utilisée. Donc ici, on voit un exemple de probabilité de succès qui diminue avec la taille du problème. Et du coup, quand on inverse, en échelle log, le temps augmente aussi exponentiellement, le demi ici, par rapport à la taille du problème. Donc si je vais directement à la comparaison quantique classique sur ce premier benchmark, qui était vraiment le temps nécessaire à l'obtention d'une solution exacte, avec vraiment le solver exact classique PLNE et le quantum annealer avec un nombre de runs suffisamment important pour qu'on ait 99% de chance de l'avoir. Et donc voilà, alors sans aller trop dans les détails, mais on va dire les courbes pointillées correspondent au solver classique, avec les deux versions, soit en utilisant un nombre important de contraintes pour chaque paire qui est en conflit, soit avec l'énumération des clics, mais du coup, là, on n'a pas intégré le précalcul pour énumérer les clics. Donc, bref, on voit qu'il y a quand même un petit changement de pente entre les deux. Et ensuite, on voit que voilà, le quantum annealer, on a aussi deux variantes. On a une variante où on a fait quelque chose vraiment basique
pour choisir le terme de moment de l'embedding, pour choisir un facteur de couplage entre les qubits physiques qui mappent un même qubit logique. Hein. Donc une méthode assez basique où on prend la valeur maximum et on distribue de cette façon-là. Et une autre version plus optimisée où on a déterminé ce terme de couplage voilà, de façon à maximiser de façon expérimentale la probabilité de succès. Donc et on verra un peu après pourquoi choisir un terme de couplage plus faible. Quitte à casser une chaîne et à ne pas respecter du coup le problème initial hein, à travers l'embedding, mais ça peut quand même augmenter la probabilité de succès du fait qu'on réduit la dynamique de l'ensemble des coefficients de couplage qu'on doit mapper sur la machine physique qui, elle, a une résolution et une dynamique limitée. Donc il peut y avoir un vrai trade-off qui est lié un peu aux limitations du hardware par rapport à cette façon de gérer le terme de couplage après l'embedding. Ensuite, on a fait un deuxième benchmark. Cette fois-ci, on s'est dit, on ne s'intéresse pas forcément aux solutions exactes, on accepte d'avoir des solutions approchées. Donc, on a l'algorithme classique qu'on a regardé, c'est notre algorithme Bluetooth, hein, qui est l'algorithme opérationnel classique, auquel on a donné un budget de 2 millisecondes. Bon, enfin, c'est-à-dire que c'est son temps d'exécution qu'on a un peu sur ces instances-là, donc c'est extrêmement rapide vu la taille du problème, qu'on a dû limiter hein, pour rentrer dans la machine D-Wave. Donc, cette fois-ci, on a, connaissant notre probabilité de succès, effectivement, enfin, et connaissant aussi la distribution des solutions qui est obtenue en ayant fait 10 000 runs. Voilà. Donc, si on réduit ce nombre de runs pour le nombre de runs d'annealing pour avoir un temps de calcul fixe, on sait voilà, stochastiquement en moyenne quelle est l'espérance du meilleur score qu'on aura avec ce nombre de runs fixés. Donc, c'est le calcul qu'on a fait sur cette courbe. Donc, ce qu'on voit ici, c'est toujours sur l'axe des abscisses la complexité du problème, avec un nombre de variables de décision qui augmente, hein, de 30 à 80 à 70 ici. Et ce qu'on montre là en Y, c'est par rapport à l'optimum qui est connu, du coup, et la solution exacte qui est connue, c'est à quel pourcentage l'algorithme approché est arrivé de la solution optimale. Donc, on voit qu'on arrive à faire 100% sur les petits problèmes, mais que rapidement, on perd 5, 10%, 20%. Donc là, on voit, alors si on oublie les courbes pointillées, où on n'avait pas forcément le même budget, on a dû l'augmenter, mais bon, il n'y a pas forcément une tendance favorable, en tout cas, sur ce benchmark-là. On voit qu'on a plutôt assez rapidement, avec une pente même peut-être un peu différente par rapport à l'algorithme Bluetooth, mais on voit que voilà, le candidat Maniller n'est pas forcément à son aise, c'est qu'il trouve plutôt une meilleure solution sur les tout petits problèmes, mais en augmentant un détail qui reste quand même assez faible par rapport aux problèmes qu'on veut résoudre. On voit que la qualité de la solution à budget égal a tendance à baisser. Bon, ceci étant dit, on sait aussi que voilà, on compare des choses très très différentes. Notre algorithme Bluetooth il est complètement dédié à ce problème-là et on n'a pas dû faire toutes ces transformations pour générer un QO et faire un embedding. Enfin, voilà, une autre approche qu'on aurait pu suivre, en tout cas, c'est d'utiliser peut-être un solver approché du QO pour au moins partir du problème qui a la même représentation mathématique. Parce que là, on a fait quand même beaucoup d'écarts, mais bon, en tout cas, il y a plein de raisons qui expliquent les différences. Du coup, j'arrive un petit peu aux conclusions. Donc, alors voilà, nous, en tant qu'Airbus, on est industriel, donc on n'est pas, on ne va pas développer les technologies quantiques ou les ordinateurs quantiques ou des algorithmes quantiques. Par contre, on a un certain nombre d'applications, un certain nombre de problématiques, donc dans le spatial ou dans l'aéronautique, où il y a des problèmes d'optimisation difficiles sur lesquels on aimerait gagner en optimalité et où on sait que la tendance va aller aussi vers l'augmentation de la combinatoire. Donc voilà, on est vraiment intéressé à des problèmes concrets et à qu'est-ce que peut faire la technologie aujourd'hui sur ces problèmes concrets. Donc on est plutôt à la recherche de collaboration et de partenaires du coup pour évaluer les technologies disponibles à l'instant T sur des problèmes qui sont pertinents pour nous. Donc aujourd'hui, on n'a pas vu de tendance, on n'a pas vu d'accélération quantique. On sait, je pense que la plupart des experts s'accordent pour dire que les problèmes NP ne vont pas devenir P grâce au calcul quantique. En tout cas pas tous. Et du coup, sur ce problème-là, on n'a pas vu d'accélération. Ceci étant dit, voilà, on a quand même des tendances proches. On est sur des technologies très différentes. Hein. On n'est pas limité par le semi-conducteur, le silicium, sur lequel on a un demi-siècle de recul. Là, on est sur une technologie nouvelle et qui, voilà, même si on ne casse pas la tendance asymptotique, on pourrait quand même avoir des facteurs d'accélération très très importants dans le futur. Bon, après, on s'est limité aussi au quantum annealer. Je pense qu'aujourd'hui, l'accent est plus sur les NESQ et sur les ordinateurs un peu plus génériques pour le calcul quantique. Donc, ça nous intéresserait aussi à terme de relancer les expérimentations avec les technologies qui sortent. Là, sur cette machine D-Wave, ce qui nous a limité, c'est la connectivité. Donc, ça a réduit fortement la taille des problèmes et j'en ai pas mal parlé. Et c'est aussi des problèmes de précision, c'est-à-dire que quand on règle les poids, la dynamique, le dynamic range est limité.
Et donc, plus on a des coefficients qui en amplitude vont du très petit au très grand, plus on sait que quand on va les mapper sur la machine, il y aura un bruit interne qui va faire que ces coefficients vont pas être aussi bien délimités qu'on le souhaite dans notre problème, et ces problèmes de précision vont faire que la solution n'est pas adéquate au final. Donc ça, on sait que ça a pas mal joué, et c'est pour ça qu'on a pas mal essayé de réduire les termes de couplage et d'essayer de trouver un point de fonctionnement en réduisant ce terme de couplage pour ne pas le mettre à la valeur max et pas choisir tout le temps des bornes qui étaient excessives par rapport à ça. Donc voilà, après, donc, on a un petit peu mis en pause ce travail en 2020. Bon, ça a donné lieu à une publication que j'ai mis en référence ici dans cette dernière planche. On a pu le présenter dans différents forums, et je sais qu'avec Sylvain, d'ailleurs, on l'avait présenté aussi au GIFAS, dans le groupe technique quantique. Donc voilà, donc, on est content pour la communication. On sent que c'est prometteur, on sent que c'est bien de le mettre en pause, de garder notre benchmark et nos problèmes et notre problématique un petit peu au chaud, et de relancer, attendre que ça monte en maturité. On n'a pas du tout le même recul sur les technologies quantiques qu'on a sur les technologies classiques et les calculs classiques. Donc voilà, alors soit en continuant un peu dans la famille D-Wave, et déjà que le Pegasus est sorti, je pense, il y a déjà un an et demi, soit aussi d'attendre que ça monte en maturité sur les general purpose et sur les circuits based de quantum computer. Donc voilà, ça termine la présentation, et je suis ouvert du coup si vous avez des questions, et je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à cette présentation.